le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. Pardon, le ton micro. Donc je disais, le parti qui arriverait en tête de l'élection présidentielle pourrait piocher dans ces différentes propositions-là des propositions intéressantes pour pouvoir donc faire avancer notre pays. Au lieu d'être dans cette démarche-là, on est obligé de revendiquer pour que nos leaders soient rétablis dans leurs droits. Donc ce qui crispe l'actualité politique en Côte d'Ivoire, c'est l'exclusion injuste d'acteurs majeurs de la démocratie ou du moins de la politique ivoirienne. C'est ça qui crispe. Donc c'est ça qu'il faut dénoncer. On ne dénonce pas les conséquences, on dénonce les causes. Donc apprenez à dénoncer les causes aussi. Jean-Marcel, vas-y. Plusieurs fois, on a entendu dire que le docteur Chérif Ousmane criait toujours au feu, au feu, au feu. Moi, j'aimerais que ici, lui qui a bien écouté le direct du docteur, qui nous dise mot pour mot qu'est-ce que le docteur a dit. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il répète ça. Que lui, il a entendu le docteur Chérif Ousmane en train d'appeler au feu, au feu, au feu, au feu, de mettre le feu. Qu'il nous dise mot pour mot ce qu'il a entendu du docteur Chérif Ousmane. Le sage, tu es là? Je suis là. Oui, est-ce que tu as les propos exacts du docteur Ousmane Chérif? Les propos exacts de comment on appelle ça, du docteur Chérif, je ne pourrais pas dire mot pour mot. Voilà, j'ai paraphrasé le docteur et il a dit. Voilà, Jean-Marcel, il faut te calmer, est-ce que frère. Tu as les mots précis. Sage, pardon. Le sage, pardon. Le sage, excuse-moi. Voilà. Jean-Marcel, est-ce que tu as les propos exacts? Non, moi je n'ai pas les propos exacts. Je n'ai pas les propos exacts, mais je sais que c'est parce que le docteur a dénoncé la qualité de service dans nos hôpitaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le RHDP veut le saisir. Et non, les Ivoiriens allaient mettre le feu. Attends, le sage, voilà. Je vais te mettre en mission. Essaie de chercher l'information juste, le sage aussi. Essaie de chercher l'information juste, comme ça on pourra l'apprécier. Justement, merci beaucoup. Parce que on va donner la parole. Un militant du PDCI, il ne peut pas avoir cette bassesse-là d'appeler les Ivoiriens à lui mettre le feu. Ça, c'est pas notre éducation au PDCI. C'est pas possible. Merci Jean-Martial. Le mentaliste, je pense que tu nous suis depuis un moment. Merci d'être avec nous. Comment est-ce que quelle est ta réaction quant au sujet donc des arrestations des opposants politiques, des jeunes cadres du PDCI qui sont arrêtés les uns après les autres, des intimidations, d'une vague d'exil, d'exilés politiques. J'avais Sako, le docteur Ousmane Chérif, Bredoumi, qui sont aujourd'hui en exil. Comment est-ce que tu apprécies donc cette atmosphère politique à quelques encablures donc de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025? D'accord. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Hein. Merci Flavio pour ton magnifique panel. Moi, je vous écoutais religieusement et c'est plutôt les interventions de monsieur Le Sage, soi-disant sage, qui m'a beaucoup interpellé parce qu'il était beaucoup dans l'abnégation, refus de comprendre les autres. Donc moi aujourd'hui, pour ma part, concernant les arrestations aujourd'hui, c'est comme vous le dites, hein, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de mire, l'intimidation aujourd'hui pour faire en sorte que les gens ne puissent pas du tout, on va dire, se mobiliser pour les élections à venir. Ça, c'est tout pouvoir aujourd'hui qui est en place dans n'importe quel pays aujourd'hui aura cette pratique. Il y a d'autres qui ont essayé de le faire, ça n'a pas marché. Les Macky Sall consorts, comment il s'appelle, celui du Congo là qui a cédé sa place à Tshisekedi, Kabila, ils avaient tous eu l'intention de le faire. Si vous observez très bien, avant qu'ils ne quittent le pouvoir, et les opposants avaient été à un moment donné intimidés. C'est ça. Aujourd'hui, cette intimidation, aujourd'hui, elle laisse place aujourd'hui à on va dire, à une crainte on va dire des membres du gouvernement aujourd'hui, parce que chacun aujourd'hui lutte pour ne pas perdre, on va dire, son beefsteak. Voilà, chacun défend son pain, et ça c'est vraiment malheureux parce que moi, pour ma part, quel est le message aujourd'hui qu'on véhicule en ayant ce genre de pratique? Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on laisse comme héritage à la génération à venir? Parce que quand on part un tout petit peu en arrière, Flavio, tout à l'heure, quand tu expliquais, il y a un héritage qui a été laissé. Oufoué, quand on l'interviewait avant sa mort pour lui poser des questions, et si jamais, quand il quitte le pouvoir et que la Côte d'Ivoire s'embrase, il se met en colère contre le journaliste pour lui dire que jamais ça n'arrivera. Il dit jamais de mon vivant, ça n'arrivera jamais. Et comme s'il savait que c'est après lui que la Côte d'Ivoire aujourd'hui se retrouve à ce niveau-là où l'Ouest et puis le Nord et le Sud aujourd'hui, il n'y a plus d'entente. On limite même, on en arrive même à la division du pays. C'est ces choses que je ne souhaite pas, mais petit à petit, on se rapproche. On se rapproche de ce fléau-là, parce que ce qui est arrivé au Rwanda ne nous a pas du tout servi de leçon. Ce qui est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale ne nous a pas servi de leçon. Pourtant, après toutes ces guerres-là, il y a eu des mesures qui ont été prises pour que on n'en arrive plus là. Le procès de Nuremberg en 1945, qui était quoi l'objectif? Les gens, c'est pas seulement, c'était de situer les responsabilités, mais de porter un message au monde entier pour dire que, voilà, nous avons pris les responsables et nous disons aujourd'hui plus jamais ça. Plus jamais ça, plus jamais que ça n'arrive encore dans notre société, un individu qui vient et qui essaye d'exclure et qui fait en sorte que des gens sont incarcérés, arrêtés de par leur appartenance, leur origine et puis tout. Donc c'est ça. Et les Allemands, quand ils sortent de ce procès-là, qu'est-ce qu'ils se mettent en tête? Ils se mettent d'abord en tête, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que on sort de là-bas et puis on part et puis on commence à faire les élections? Non. C'est qu'ils mettent déjà en place quelque chose qui va être plus fort, qui va être au-dessus même de tous les Allemands, c'est ce que j'appelle l'unité nationale. Donc, c'est de repenser les mentalités et les pensées. Donc, pour ça, ils se sont mis ensemble, ils ont dit qu'à partir d'aujourd'hui, on doit faire qu'aucun individu ne doit être au-dessus de nos lois. Aucun individu. C'est en cela qu'on a vu en 2017 le président de la République allemande qui a été destitué. C'était une première. Il était destitué de ses fonctions parce que il était impliqué dans une affaire de favoritisme, d'achat de biens immobiliers. C'est ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas pris exemple sur ces pays-là pour pouvoir essayer. Alors que on a une indépendance de plus de 65 ans bientôt et on n'a même pas profité rien du tout. Aujourd'hui, pourquoi on en arrive là aujourd'hui? C'est la question que Flavio a posée et personne n'a pu répondre parce que ceux qui viennent pour narguer les gens, ils pensent qu'ils vont surfer sur la situation un peu comme des opportunistes au fait. Voilà, on fait semblant de supporter le pouvoir histoire d'avoir gain de cause. Mais la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout le monde. C'est ça le problème. Mais pourquoi on en arrive là? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui à parler comme ça? C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui a été raté en 2011, on va dire 2011-2012. Après la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu lancer une grande réconciliation nationale, mais une vraie. C'est-à-dire les 100 premiers jours de gouvernance du président de la République devaient être constitués que pour ça. Mais allez-y, regardez pour voir quelles a été les premières choses qui ont été faites. Dès que le président a été, on va dire, porté au pouvoir par comment on appelle, les institutions internationaux et puis le Conseil constitutionnel, il n'y a que des ordonnances qui ont été prises en 2019. C'était la priorité, les travails forcés des enfants, tout ça, tout, le plan économique, oui. Il faut penser, mais il faut penser d'abord aux mentalités d'abord. Et c'est ça aujourd'hui qui fait défaut. Et moi, je vais vous dire, vous pouvez faire 10 000 mandats. Tant que la vraie réconciliation n'a pas été faite, ça va toujours être comme ça. Personne ne pourra s'asseoir sur ce fauteuil présidentiel-là tant qu'il n'a pas lancé un grand plan national de réconciliation où que tous les acteurs politiques se réunissent dans le même stade, se tiennent la main pour demander pardon à toute la nation ivoirienne. Il faut que ça là, tant que ça n'a pas été fait, vous pouvez construire tous les ponts que vous voulez, c'est zéro. Les ponts ne remplacent pas les blessures. Les ponts ne remplacent pas les pertes de vie. Les ponts ne ramènent personne en vie. Donc à un moment donné, arrêtez. Et il y a certains, ça sert aujourd'hui parce qu'ils bouffent, ils sont contents, voilà. Mais c'est malheureux. Je dis c'est vraiment malheureux. Et c'est pour cela qu'on en est là aujourd'hui avec toutes ces arrestations, parce qu'il n'y a personne qui s'assoit pour penser au fait à la Côte d'Ivoire. Chacun pense à son intérêt personnel. Aujourd'hui, toutes nos institutions aujourd'hui, tous les règles de nos institutions aujourd'hui sont foulées au sol. Aujourd'hui, la constitution ivoirienne ne sert plus à rien, c'est un torchon. Chacun prend, il interprète. On n'interprète pas les lois d'une constitution, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais malheureusement, n'importe qui prend, il en fait ce qu'il veut.
Et ça, c'est une honte pour nous. Voilà. Donc, Flavio, merci beaucoup. Au risque de monopoliser la parole, je vais laisser mais j'ai une motion pour toi. Moi, j'ai une motion justement sur le droit ivoirien, la justice, le système judiciaire ivoirien, notamment quand il s'agit donc des opposants, quel que soit le régime. Qu'est-ce qui explique que depuis que moi je connais la Côte d'Ivoire, on n'a jamais insisté à une décision majeure de l'appareil judiciaire qui va à l'encontre donc du parti au pouvoir. Qu'est-ce qui explique ça? Ça dit que dans le cadre d'espèces, qu'est-ce qui explique par exemple que le Conseil constitutionnel, comme en 2010, nous a validé tranquillement ce troisième mandat avec une justification? Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique que l'appareil judiciaire poursuit le président Gbagbo, le condamne avec donc cette exclusion du jeu électoral? Qu'est-ce qui explique ça? Pareil pour le président Thiam. Qu'est-ce qui explique cette propension de l'appareil judiciaire à, j'allais dire, sévir de bras armés du pouvoir sans qu'elle ne puisse se rebeller et, j'allais dire, prendre une décision qui va à l'encontre donc de ces acteurs du régime au pouvoir ou du parti au pouvoir. Qu'est-ce qui explique ça depuis donc l'existence de notre pays? J'aimerais bien avoir ton point de vue sur ça. D'accord. Flavio, il faut savoir que en 2010, hein, tout ce que Gbagbo avait pris comme, on va dire, décision, tout ça pour que les élections se passent, il ne les a pas prises dans son coin. Gbagbo a été, durant toute sa gouvernance, il a été sous pression. Bédié a été sous pression. Gbagbo a été sous pression. Tout simplement parce que c'était des personnes qui sont hostiles à la politique. C'est-à-dire que, on va dire, du colon, je vais dire. Comme ça, je vais appeler ça. Ils étaient hostiles. Bédié, c'est depuis même son année universitaire, depuis quand il allait à l'école, il était déjà reconnu comme quelqu'un qui avait du caractère et qui n'était pas du tout pour comment on appelle là, pour la politique, on va dire, de soumission. Voilà le vrai problème. Donc, nos institutions, le problème de nos institutions aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez vu, prenez l'exemple, le préfet d'Abidjan, l'ancien préfet d'Abidjan, M. Vincent Tobi. Mais est-ce que vous savez que M. Vincent Tobi, là, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les rouages de l'organisation des élections? M. Vincent Tobi, là, je prends M. Vincent Tobi, l'ancien préfet d'Abidjan, hein, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est quelqu'un qui connaît très bien les rouages de l'organisation des élections présidentielles. Il sait où il y a les failles, où il n'y a pas de failles. Malheureusement, comme je dis tout à l'heure, j'ai dit quelque chose peut-être que vous n'avez pas compris. Je dis, après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que les Allemands ont pris comme décision? Quels étaient les chantiers prioritaires pour que l'Allemagne puisse aujourd'hui devenir, c'est-à-dire que l'économie la plus forte de l'Europe? Pourtant, elle a été détruite. Mais pourquoi ils en sont arrivés? C'est parce qu'ils se sont assis. Ils n'ont pas mis les institutions dans les mains des politiques. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Il faut à un moment donné que nos services-là soient confiés à des personnes qui mettent les intérêts de la Côte d'Ivoire au-dessus des politiciens. Le problème aujourd'hui, tu vas parler à des gens, ils vont rien comprendre. La seule chose qu'ils vont te dire, eux, ils regardent seulement dans leur assiette. C'est tout. Et puis, il y a des gens qui pensent qu'ils ont des bisbilles parce que quand tu parles, il y a certains qui disent que ils ont été contrôlés, donc voilà, comme l'autre disait tout à l'heure, sous Bédié, ils étaient à l'école, on les a molestés, il faut arrêter. Quand Alpha Blondy chantait Opération Coup de poing, c'était par rapport à quoi? Il n'y a pas de rafle en Côte d'Ivoire. Même moi-même, on nous a raflé fatigués. On nous a raflé fatigués. Mais est-ce que, parce qu'on m'a raflé, parce que moi, on m'a raflé, je vais demain aller me mettre dans un coin pour dire, je vais me rebeller contre les institutions de mon pays? Non. Non. C'est pas parce que on m'a raflé, on m'a contrôlé lors d'un contrôle des commandos. En Côte d'Ivoire, à l'époque, c'est les commandos. Quand ils raflaient là, ils vous arrêtent, vous attachez vos t-shirts et puis vous marchez, vous suivez jusqu'à arriver quelque part là-bas. Ils vous font danser puis vous partez. Est-ce que c'est pour autant que je dois me rebeller contre mon État? Non. Il faut que ça là, on enlève ça dans la tête des gens. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a certains aujourd'hui qui sont pour ça.
Il y a certains Ivoiriens, l'utilisation de leur cerveau, là, c'est gratuite, mais il y a d'autres, on dirait qu'ils ont loué. Donc, du coup, ils refusent de l'utiliser, au fait. La Côte d'Ivoire, elle est au-dessus de tout. Ce n'est pas une affaire de RH. Le RH va passer, mais ça va être malheureux pour des personnes aujourd'hui qui se mettent sur des panels. Bon, on me demande de faire le bilan aujourd'hui du président Alassane Ouattara. Oui, tous les chantiers qu'il a construits, tout ce qui a été fait là, c'est des chantiers qui étaient déjà, depuis 95, c'était déjà des choix prioritaires déjà pour Bédier, celui qui était au Bénin. C'est des plans qui étaient déjà ce qu'on appelait des schémas directeurs. C'est déjà tracé déjà. Mais aujourd'hui, en 15 années de gouvernance du RHDP, je me pose la question aujourd'hui sur l'éducation de la jeunesse. Qu'est-ce que je retiens? Les gens qui insultent les gens, qui menacent les gens, qui traitent les gens de tout, d'autres qui sont prêts aujourd'hui pour que le nordiste ne sorte pas avec la femme de l'Ouest. C'est quoi cette éducation-là? C'est quoi ça? C'est ça que Houphouët-Boigny a passé toute sa vie et puis aujourd'hui, c'est ça qu'il nous a donné comme héritage? C'est malheureux. Moi, franchement, j'ai même pas de mots au fait quand j'entends les gens parler. J'ai pas de mots au fait. Limite, je me demande même quand on est tous des humains, on est appelés à avoir des enfants, à les éduquer. Quelle est l'éducation que vous allez expliquer quoi à vos enfants? Si on monte vos propos là, vous allez expliquer quoi à vos enfants? Voilà. Flavio, merci beaucoup. Merci bien, merci à toi également. Donc, je vais donner la parole à présent à Titi Junior. Tu veux rien dire? Oui, je suis là, le doyen mentaliste, là, vient de m'inspirer. Ok, bon, donc vas-y, tu as 5 minutes. Tu connais le thème, Oui. et je pense que tu nous as entendu. Oui, je connais le thème. Mais en fait, pour moi, c'est ça. C'est le vrai sujet et c'est le vrai débat. En m'appuyant sur ce que le frère vient de dire. Parce que aujourd'hui, on n'a qu'à penser ivoirien. Voilà. C'est comme l'autre l'a dit, le sage, que nous sommes à l'extérieur et on incite les autres, ainsi de suite. Mais on est dans un environnement où on se sent bien. Et on aimerait que nos frères qui sont au pays aient cette même condition de vie, que le gouvernement de notre pays permette à nos semblables, sans risquer leur vie, pour venir ici. Chacun a des parcours, tout et tout. Donc, notre action, effectivement, et nos ambitions par rapport aux politiques qui sont en place, mais le choix aujourd'hui pour un changement, mais le meilleur choix, c'est ce qui est là, en fait. Le président du PDCI est derrière. Et un vrai Ivoirien, pour moi, sans vraiment aussi... c'est ça, il dit à l'Ivoirien, mais c'est le vrai débat, en fait, un Ivoirien doit se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Regardez l'éducation. Moi, ici, d'une génération où, effectivement, on va dire l'éducation était prioritaire. Les fonctionnaires, on va dire, ceux qui n'avaient pas plusieurs bureaux s'en sortaient. Malgré, et c'est ça, en fait, le débat qui doit porter sur la population, la vie de la population et sur aujourd'hui, l'évolution de la technologie et tout ce qui suit. On a un pays très jeune. Qu'est-ce que le gouvernement en 15 ans a proposé pour cette jeunesse-là? Et quand je me permets, on va dire, de réfléchir dans mon coin par rapport à mon action bénévole, voir que 70%, et oui, 70% des jeunes que j'ai côtoyés dans les dispositifs sociaux ici en France, ils disent qu'ils sont des Ivoiriens. Ok, sans les juger, on y va. Quand je regarde, qu'est-ce que aujourd'hui la France leur donne? Sincèrement, que mon pays ne peut pas leur donner. On leur donne un logement gratuit. On les oblige, et oui, de suivre une formation. Donc ceux vraiment qui savent pourquoi ils sont venus, effectivement, ils suivent le trajet sans problème. Mais comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on leur donne? Un toit, on leur donne une éducation. Bon, ceux qui vont correctement, une petite aide financière pour qu'ils amènent à bien leur projet. Alors, nous tous ici, ok, on va dire nous sommes politisés. Mais est-ce que notre gouvernement, nous en tant qu'Ivoiriens, ne peut pas apporter ça à notre jeunesse?
Voilà une question que, pour moi, qui doit être au cœur de notre sujet et de choix de qui doit gouverner aujourd'hui notre pays. Et en 15 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, Flavio. Ok, merci à toi. Wada, bonne arrivée. Tu vas prendre ton tour de parole. Je te dresse le thème. Je ne sais pas si tu as entendu le thème ou pas. Non. Ok, le thème, c'est la vague d'arrestation qui a cours dans l'opposition actuellement. Donc, il y a 5 jeunes responsables du PDCI qui ont été arrêtés. Donc, le premier, c'est Innocent Yao, qui a été arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État, relative à l'élection de 2020. On a 4 autres jeunes cadres du PDCI qui ont été arrêtés, dont Henri Joël, président donc de la branche scolaire universitaire du PDCI, Kouakou Jean-Paul Djabia, vice-président de la jeunesse du parti, Emmanuel Blé, secrétaire du parti, qui ont été arrêtés eux pour trouble à l'ordre public et provocation de trouble à l'ordre public dans le cadre donc d'une manifestation organisée, dans le cadre donc de l'appel à une mobilisation pour une manifestation du PDCI en mai dernier. Il y a eu des tentatives aussi d'intimidation. Donc quand on prend le cas de Ousmane Chérif qui s'est retrouvé donc à son domicile, voir des gens inconnus venir frapper à sa porte de manière très bruyante. Le député Bredemi qui allait en exil parce qu'il y avait des soupçons d'arrestation qui planaient à l'horizon. Et quand on y inclut les 6 jeunes militants du PD et du PPAC qui ont été récemment arrêtés dans l'affaire donc du casse de bus à Yopougon et les cadres donc de ces différents partis-là qui ont été hier entendus dans le cadre donc d'une convocation à la préfecture de police. Donc quand on est dans cette vague d'arrestation et d'intimidation des acteurs donc de l'opposition, quelle est ton appréciation donc de ces arrestations et de cette vague d'intimidation? Comment tu l'apprécies? Et la seconde question que j'ajoute, qui n'a peut-être pas directement lien, c'est comment tu apprécies notre justice qui est, depuis donc la session de la Côte d'Ivoire multipassif, a été incapable, sous tous les régimes, de prendre une décision majeure qui va à l'encontre donc du régime. Comment est-ce que tu apprécies ça? Bon, ça c'est la deuxième question. Ouais, okay. Tu as 5 minutes. Bonjour à tous, à tous ceux qui sont sur le panel. Je vous souhaite une bonne journée de ce mercredi, une bonne journée mercredi à vous et vos familles respectives. Et mes salutations vont aussi à l'endroit de ceux qui écoutent le panel. Voilà, moi je suis militant GPS, je te dis, tu sais, Flavio, vraiment, merci aussi à toi pour l'honneur, vraiment le bel honneur que tu me fais tout le temps, me fais monter sur ton panel. Vous êtes des communicants, on vous a trouvé sur la toile. Donc si vous nous donnez cette occasion, vraiment nous on ne peut qu'apprécier. Alors moi, tu sais, Flavio, on est en politique. La politique, il y a une chose qui est sûre en politique. Quand un régime commence à intimider l'opposition, c'est parce qu'elle a un peu peur. Elle a même pas un peu, mais là, le régime est quasiment aux abois. Le régime est aux abois, ils vont intimider, ils vont essayer de faire peur, ils vont essayer de faire en telle enseigne que la population ne puisse pas manifester, sortir massivement pour la marche, parce que la marche qui vient le 9 là, elle est tellement déterminante, elle est tellement importante. Parce que elle va incarner vraiment la lutte de l'opposition ivoirienne. Parce que il faut se dire une chose, c'est que le rapport de force, on doit l'établir. Le plateau pouvoir, parce que déjà moi j'étais un peu triste que les gars aient accepté de changer l'itinéraire de la manif. Parce que une chose est sûre, moi ce que j'ai dit à nos dirigeants, à nos leaders, si c'est le parti au pouvoir qui doit diriger nos actions, mais c'est pas la peine. Parce que moi, je ne peux pas me dire, on est tous, pour ceux qui sont à Paris, on peut pas dire qu'à Paris, il y a une manifestation des Gilets jaunes qui se passe à Cergy-Pontoise. On s'en fout. Ça a quelle visibilité? Ou bien dire qu'il y a une grève de train de minuit à 6 heures du matin. Mais tu peux faire cette grève 365, c'est 365. C'était
Il faut que une marche puisse avoir un impact. C'est pour ça la marche. Sinon, on marche pas pour marcher, sinon on peut sortir tous les jours. Maintenant, il faut que ça ait un impact, un écho. Il faut que vraiment ça puisse ébranler même beaucoup de personnes. Même là, moi, je vous dis, l'année dernière, moi, j'ai suivi une marche de l'opposition sénégalaise. Je vous jure, hein, ils ont bloqué. Je sais pas si vous voyez, de la Tour Eiffel, ils ont bloqué la rive gauche de la Tour Eiffel jusqu'à Pont de Concorde. Ils ont tout, c'est-à-dire tout était noir du monde. Et le soir, j'ai pas la date, sinon on pouvait retrouver, mais c'est passé sur TF1. Parce qu'ils ont, non seulement, ils ont bloqué même les Français. Et ils étaient obligés d'en parler, la presse, tout le monde. Ça, c'est ça. Au moins, ça a des effets. Et les effets collatéraux font que ça a des externalités tellement négatives sur le pouvoir en place, au Sénégal. Ça compte. Maintenant, nous, à chaque fois, ils disent, franchement, à un moment, il faut comprendre les responsabilités. Parce moi, il y a une chose que je fais plus, sincèrement, venir dire, moi, l'heure est tellement grave que, moi, il y a des détails, je fais même plus. Venir dire non, lui, elle a fait ceci. S'ils veulent qu'ils construisent 10 000 universités, tout ça. Moi, il ne parle plus parce que, de toute façon, un pays, là, moi, c'est une continuité pour moi. Que tu le fasses pas, que ceci. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, quels sont les moyens qui sont mis en place pour que le parti au pouvoir ne puisse pas rester pour qu'il n'y ait pas de 4 mandats, c'est tout. Maintenant, moi, je même pas, moi, je suis même pas, c'est pourquoi je me fais rassurer sur les panels. Moi, je vais aller sur les panels pour des forces de proposition. Non, les critiques là, moi, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, quel est le langage, quel est l'élément du langage que moi, je dois tenir pour que le jeune qui est assis aujourd'hui, qui est tout triste, qui a sa vie qui va à déliquescence, qui ne voit aucune issue à sa vie, et que ce jeune qui est désespéré, qui est désemparé, qui traverse le mois le plus dur de sa vie, quelles sont les paroles que moi, de loin, je peux dire, il entend, il dit, ben écoute, je dois prendre mon destin, mais je dois sortir. C'est ça, moi, je demande. C'est ce qu'on demande. Parce que, une chose, faut que les marches qui arrivent là, faut qu'on communique bien là-dessus. Parce que c'est ultra important. Ça, je vous dis, hein, c'est ultra important. Parce que, faut pas que cette marche, on la rate. Et bon, c'est pas taillé pour qu'on sait mieux. Parce que c'est la foule qui va sortir. C'est la marche. Je sais que là-bas, ils vont dire, ça va pas gêner, passer le plateau, ils ont eu peur que ça vienne à la place de la République. Parce que, le palais n'est pas loin. On sait jamais. Il y a des gars qui en ont marre. Ils sont prêts aujourd'hui. Il y a des Ivoiriens qui sont prêts à affronter les fautes. Tirez sur moi. Parce que ma vie même n'a pas de sens aujourd'hui. Que vous me tirez au passe. À quel sens? Donc, en fait, mais moi, je vous dis, aucune arme ne peut face à un peuple déterminé. Ça n'existe nulle part dans le monde. Un peuple qui est déterminé, aucune arme ne peut. Non, mais c'est pas possible. Et aujourd'hui, même à l'heure des réseaux sociaux, où tout le monde a ses caméras, voit un policier qui va dégainer, tirer comme ça. Mais ils savent les répercussions. Parce que moi, je trouve la communauté internationale, je la trouve très amorphe. Elle est amorphe, elle ne parle pas, elle voit ce qui se passe. Et alors que dans le temps du président Gbagbo, on a vu, c'était dans le bas tous les jours, Côte d'Ivoire. Mais moi, chaque jour, quand j'écoute RFI, à 6h30, je vais entendre le nom, dans les titres, mais Côte d'Ivoire. Mais jamais. Mais autant de Gbagbo, vous l'avez harcelé, vous lui avez fait des choses, mais pas possible. Mais aujourd'hui, vous ne vous taisez. Tout se passe bien. Mais vraiment, quelle honte cette communauté internationale. Donc moi, ce que je vais faire, je lance un appel aux jeunes Ivoiriens. Aujourd'hui, le pays vous appelle. Fiers Ivoiriens. Le pays a besoin de vous. Le pays a besoin de votre détermination. Tout le combat que nous menons, moi, je peux jamais dire que je mène le combat parce que je suis en France. Le combat qu'on mène, c'est un combat collectif. Non seulement on le mène pour nous qui sommes en Occident, pour nos enfants qui sont ici, pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, pour tout le monde. C'est un combat collectif. Moi, je ne pas dire parce que je suis en France, je suis dans ma passé, j'entends sur les panels, ça me décourage beaucoup. Donc, nous, sortez parce que nous, on est déjà bien. Nous, personne n'est bien. Tout le monde veut bien chez soi. Et que si on était en Côte d'Ivoire, on serait avec vous. On vous soutient dans ce combat parce qu'on a besoin de vous. On a 3 mois d'une élection. On a 3 mois. Nous, les leaders ne sont pas sur la liste électorale. Maintenant, les rapports de force doivent se faire sentir. Et vraiment, moi, je lance un appel vibrant à ces jeunes vaillants, à ces jeunes dont le cœur bat pour la Côte d'Ivoire, à ces jeunes qui n'ont qu'une seule patrie, à ces jeunes qui ne rêvent que de voir vraiment un changement. Je leur lance un appel vraiment pour qu'ils sortent le samedi une marche qui va vraiment regrouper des millions, mais vraiment, il faut que le Pougon soit noir de monde. Vraiment, franchement, c'est cet appel que je peux lancer par rapport à la marche. Maintenant, si je reviens encore sur
les leaders. Mais tu sais aussi, Flavio, en politique, là, souvent c'est bon. La prison n'est pas un obstacle à la valeur, à la grandeur d'un homme politique. Je te jure que c'est pas un obstacle. La prison, ça renforce, ça te grandit, ça te donne de l'eau, etc. Tu dois une voix vraiment tellement énorme. Donc, tout ce qu'ils font là, mais il ne faut que grandir le PDCI. Ça, je te dis, hein. Il ne faut que le grandir le PDCI chaque fois. Les acharnements, mais on s'acharne sur quelqu'un qui est important, qui a de la force. On ne s'acharne pas sur quelqu'un qui n'a aucune valeur. Donc, moi, je trouve que vraiment tout ça, c'est pas mon parti, hein, le PDCI. Mais il ne faut que grandir le PDCI. Maintenant, c'est à travers Jaoufou et les trucs comme ça. Mais vous leur donnez une très grande visibilité. Maintenant, si cette visibilité peut avoir des externalités ou bien des trucs positifs sur toute l'opposition ivoirienne, moi, je suis preneur. Ça, moi, je te dis, pour moi, de toute façon, c'est le signe que, aujourd'hui, le régime a l'agonie. C'est la peur. La peur qui fait ça. Non, et ils ne font que donner de paix à moudre à l'opposition ivoirienne. Donc, nos amis sont sortis hier. Franchement, nous sommes très heureux. Ils seront là, ils seront en tête la marche du samedi. Et vous verrez l'écho que ça va avoir cette marche. Moi, je sais que ça sera plus que ce qu'on attendait. Moi, je sens, on a les échos et on est fiers pour le moment. On est très contents. Donc, on voulait que vous n'hésitez pas à lancer les appels. Maintenant, tu as posé une question qui est très importante sur la justice. Tu sais, le problème de l'Ivoirien même, c'est pourquoi moi, je demande à nous, la jeune génération qui tape la porte aujourd'hui pour prendre le pouvoir, franchement, il faut qu'il y ait un mur carrément étanche entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Parce que nous-mêmes, l'Ivoirien, souvent, il y a d'autres qui sont en quête qui se soumettent trop facilement, qui ont peur de prendre des décisions. Parce que on dit moi, l'Ivoirien met le moi avant la nation. Et ça, c'est dangereux. Je pense que la nation, il faut pas chercher, il faut dire une chose qui est vraie. Il dit, ne cherche pas à dire qu'est-ce que la nation fait pour moi. C'est qu'est-ce que moi j'ai fait pour la nation. C'est pourquoi quand je vois dans des pays comme le Sénégal où un juge est capable de condamner un premier ministre en exercice de ses fonctions, mais on aimerait bien voir ça en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est que le juge en Côte d'Ivoire, il dit, ah ben écoute, je suis redevable de quelqu'un, celui qui m'a nommé, je fais ça, je vais pas prendre une décision qui va heurter sa sensibilité. Et c'est vraiment dommage. Donc moi, je vois, il y a des nouveaux leaders. Moi, mon leader, c'est Guillaume Soro. C'est le leader. Il y a Tidjam Thiam, que je salue pour vraiment le grand travail qu'il fait, hors du pays pour mettre à nu l'état du régime en place. Ça, je salue parce que la politique aussi, c'est pas tout ce qui est endogène, hein. Il y a des facteurs exogènes qui comptent. Dans la communication, qui est le président Thiam, il mène, voilà, nous, c'est salutaire. Parce que c'est tout ça. C'est tout ça qui va amener un jour, un parti au pouvoir. Donc, moi, je te dis, j'espère que tout va changer. C'est dommage, quoi, qu'on ait des juges qui sont vraiment sous les ordres des régimes. Il y a des juges qui voient des décisions, mais qui disent le contraire. J'espère vraiment. Moi, c'est pourquoi je foi. Parce que l'ancienne génération, c'est quasiment terminé. Ils sont en train de faire les dernières batailles. Que la nouvelle génération qui arrive, je pense qu'elle est c'est la nouvelle génération 2.0, qui est une nouvelle génération qui va travailler avec l'intelligence artificielle. C'est la nouvelle génération qui sait que vraiment toutes les actions seront scrutées au peigne fin. Tout sera suivi. Donc, moi, tout ce qui est passé, parce que c'est cette nouvelle Côte d'Ivoire qu'on veut construire. L'ancienne, je sais pas pourquoi il y a eu des problèmes judiciaires tout le temps. Est-ce que je peux l'expliquer? Je n'ai aucune manière d'expliquer, mais seulement que j'explique ma très grande déception. C'est pourquoi quand il y a un truc qui concerne un truc injusticiable en Côte d'Ivoire, moi je sais que nous tous, vous êtes avec moi, mais on connaît l'issue. On s'est dit, bon, l'issue sera ça. De toute façon, celui qui est de l'opposition sera condamné. Il n'aura jamais raison. Alors que ça, c'est dangereux dans un pays. Dans un pays, même quand une opposition est condamnée, on dit, ben écoute, tout le monde attend le verdict parce qu'on sait qu'on a des juges qui sont compétents, qui vont dire la justice comme elle doit être dite. Et puis voilà. Donc moi, pour le moment, bon, je vais pas empiéter sur le temps de prise de parole des autres. Je vais m'arrêter pour le moment. Merci. Alors, je tenais à rappeler que effectivement, il y a la marche de l'opposition ce 9 août 2025. La marche part de Saguidiba à la place Figayo. Donc voilà, on vous invite tous. C'est une manifestation pacifique. L'opposition est responsable. Vous avez vu que le PDCI a marché très récemment à Cocody. Il n'y a eu aucun grabuge. Donc voilà, venez nombreux marcher dans la paix, dans la tranquillité, pas de casse. C'est uniquement une démonstration de force pour montrer que nos leaders ont des gens, ont des partisans derrière eux, ont un grand nombre d'Ivoiriens acquis à leur cause et exigent donc de pouvoir participer à la compétition électorale.
Donc vraiment, nous vous invitons tous à sortir ce 9 août-là. C'est vrai que l'itinéraire a été déplacé donc du plateau à Yopougon, mais c'est pas un motif de découragement. Au contraire, ça doit encore j'aurais dit, nous conforter et nous inciter à sortir massivement. Pour ceux qui habitent Yopougon, ils ne seront pas dépaysés, ils seront dans leur environnement proche. Et je pense que même la population de Yopougon à elle seule suffit donc à faire une démonstration à la hauteur donc de nos attentes. Donc voilà, on vous invite à venir manifester de manière pacifique ce 9 août-là. Merci. Alors, le sage, tu voulais nous faire part d'un élément, donc vas-y. Le sage, il est là? Oui, Flavio. Oui, vas-y, on écoute l'élément, vas-y. Oui, voilà, j'ai l'élément de shérif. Hein. Voilà. Donc, vas-y, on va écouter. C'est national là. Tant qu'il n'a pas fumé en l'air, le pays va bien. Tant qu'il n'a pas fumé en l'air, que votre État n'a pas montré une image sortie, la crise en Côte d'Ivoire, depuis que ça a été retiré, ça sort par le temps là. Mais ça sera trop facile. Monsieur le président, je ne dirai pas plus loin parce que c'est des stratégies. Mais les chaînes internationales là, tant qu'il n'a pas fumé en l'air, le pays va bien. Tant qu'il n'a pas fumé en l'air, que votre État n'a pas montré une image sortie, la crise en Côte d'Ivoire, depuis que ça a été retiré, ça sort par le temps là. Mais ça sera trop facile. Monsieur le président, je ne dirai pas plus loin parce que c'est des stratégies. Mais les chaînes. Ok, Flavio, vous avez entendu? On a très bien entendu. D'accord, tu finis de dire ça et puis tu mets la queue entre tes jambes et puis tu mets dedans. Moi, je n'ai pas la même lecture que toi de ça. Il est qu'à attendre que les fumées, que la fumée soit en l'air. Il attend que les fumées soient en l'air. Les fumées n'ont même pas encore commencé, lui, il a mis dedans. Bon, bon, tu vois, écoute, Flavio. Oui. Il faut que les gens arrêtent, hein, il faut que les gens arrêtent de se faire peur. Tout à l'heure, j'ai entendu le frère Wanda dire que le régime serait aux abois. Bon, après, chacun apprécie les choses comme il veut, hein. Voilà, quand on parle de peur, moi je peux comprendre, je disais tout à l'heure, c'est normal qu'un régime ait peur parce que s'il tombe, c'est son bistec qui perd, voilà, donc c'est normal que les gens aient peur. Mais dire que c'est un régime, ce régime-là aux abois, mais c'est complètement faux. Voilà, moi, tu sais, Flavio, j'ai jamais pensé que des éléments de la police nationale pourraient se rendre dans un quartier en pleine journée, prendre un militant du PPACI, le mettre dans un véhicule, partir avec lui, sans même que une mouche ne vole. Ça, j'avais jamais imaginé que cela pourrait être possible. Mais ça a été fait à Abidjan ici. Donc, il faut arrêter de faire croire à ce qui n'est pas vrai. Tout à l'heure, je voulais même poser la question à Wanda, mais après lui-même, il a dit qu'il vit en Europe. Bon, je comprends mieux. Mais c'était pas à ton tour de parole, c'était pour qu'on apprécie l'élément. Moi, je n'apprécie pas l'élément que tu as joué là de la même manière que toi. Pour moi, c'est juste que il dit simplement que pour que la communauté internationale puisse donc attirer l'attention sur la Côte d'Ivoire, elle veut forcément qu'il y ait des grabuges. Elle n'anticipe pas. C'est tout simplement ce qu'il exprime. Voilà, et je pense pas qu'il est heureux de cette situation-là. Bon, on va donner la parole à Eric Carter qui vient d'arriver. Donc, Eric Carter, donc ce qu'on essaie d'apprécier ce matin, ou du moins cet après-midi, c'est la vague d'arrestations d'opposants. Donc, on a 5 jeunes cadres du PDCI qui ont été arrêtés, des intimidations qui ont conduit à l'exil de Ousmane Chérif très récemment, pareil pour Bredoumi Soumaïla, qui est également en exil. On a 5 jeunes militants du PD et du PPACI qui ont été également récemment arrêtés dans cette affaire donc de bus brûlés à Yopougon. Quelle est ton analyse donc de cette vague d'arrestation de leaders de l'opposition, de jeunes cadres de l'opposition, et qu'est-ce qui explique cela quand on sait que l'élection de 2015 qui est l'une des élections les plus apaisées en Côte d'Ivoire, n'a pas connu cette vague-là? Comment est-ce que tu apprécies cela? Merci. Bonjour Flavio, bonjour à tout le monde. Bon, enfin, moi j'étais juste de passage, hein, j'étais en train d'écouter. Je suis vraiment monté par politesse vu que j'ai reçu l'invitation. Bon, je sais que des gens ont été par opposition. Moi, je me concentre beaucoup plus sur le personnel politique de
d'un certain niveau. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont été entendus hier soir. Ils ont finalement été libérés, je crois, aux environs de 5 heures ce matin, après avoir été entendus. Tout ça, c'est du déjà vu, hein. Voilà, c'est du déjà vu. J'ai même envie de dire que c'est de bonne guerre. Quand on se réfère à ce que Sage vient de jouer tout à l'heure, ça veut dire que on comprend que l'opposition, de manière générale, a envie de pourrir l'atmosphère au maximum pour attirer l'attention en fait de la communauté dite internationale sur la situation en Côte d'Ivoire par rapport à l'actualité des élections. Voilà. Bon, de son côté aussi, il y a le pouvoir en place qui tente de jouer la carte de la dissuasion. Donc tout ça l'un mis dans l'autre. Chacun essaie de tirer un peu la couverture de son côté. Ce qu'on doit tenter en tout cas d'éviter, ce sont les dérives. Et qu'on en arrive malheureusement à perdre des vies humaines. Et que peut-être avec l'atmosphère qui règne dans la sous-région, d'autres types de groupes puissent s'infiltrer dans tout ça pour venir vraiment dégrader l'environnement sécuritaire dans le pays. Donc voilà ce que moi je peux dire. J'ai pas trop de trucs à dire. En fait, il y a un problème aussi, c'est que il va falloir essayer de calibrer aussi la communication, peut-être du côté de l'opposition, parce que il y a des gens qui annoncent pas mal de choses, il y a des gens qui prennent la responsabilité de tenir certains propos. Je pense que c'est une manière de tenir la pêche au pouvoir en place, parce que moi, personnellement, tu me connais un peu, moi, je suis un idéologue en matière de gestion de la chose publique. Donc, en plus d'être un libéral, je suis aussi un sécurocrate. Donc moi, je me dis que si je gère un État, que tu m'annonces tous les jours sur les réseaux sociaux que tu vas venir me dégommer, mais à la première occasion, je vais pas te rater. Donc, il faut que les gens communiquent clairement sur ce qu'ils veulent. Si c'est des manifestations pour montrer la présence, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour montrer que c'est vrai, les gens, ils ont le pouvoir, mais ceux qui sont en face, nous sommes nombreux, tant mieux. Mais si c'est des manifestations pour créer de l'insurrection, ben, j'encourage même les autorités en place à mater tous ceux qui vont dégrader l'environnement sécuritaire qui règne en Côte d'Ivoire actuellement, quand on sait que pratiquement toute la sous-région, à l'exception peut-être du Libéria et peut-être la Mauritanie, Sénégal, toute la sous-région est en train de s'embraser. Tu as le nord du Bénin qui est frappé tous les jours, le nord du Togo pareil. Donc voilà ce que moi j'ai à dire. Quelle est la cause véritable de ces appels à la marche, selon toi? Et une seconde question, à ton avis, qu'est-ce qui explique que depuis 1990, en Côte d'Ivoire, on est incapable de voir un juge prendre une décision majeure qui va à l'encontre d'un régime? Qu'est-ce qui explique, selon toi, une telle attitude de notre appareil judiciaire? Merci. Ce qui appelle à la marche, mais c'est des revendications. C'est tout à fait normal, hein. Tout le monde a des revendications. Donc je crois qu'il y a les revendications de l'opposition, que l'opposition a mis sur la table. Ils ont essayé de confronter ces revendications-là, ils ont essayé de les présenter aux autorités en place, on va dire du parti au pouvoir. Bon, ça n'a pas été pris en compte au départ, je crois. Les gens n'ont pas trop prêté attention. Il y a eu des premières actions, hein, c'est monté crescendo. Il y a eu je crois, des courriers, des tentatives de rencontres et autres. Donc, c'est la suite logique. Les gens sont en train de partir allègrement vers des actions coup d'éclat qui vont pouvoir faire remarquer leur présence. Maintenant, l'origine. Mais toi, on est tous témoins, hein, je pense. Avec l'arrivée du multipartisme
Et voilà, il y a des choses qui ont commencé à se mettre en place. Aujourd'hui, ce n'est que la suite logique d'une crise. C'est un peu long, c'est vraiment long. Parce que c'est la suite logique. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Non, quand je dis c'est un peu long là, en fait, on est dans la crise logique on est dans la suite logique d'une crise qui a commencé depuis les années 90. Voilà. Et les acteurs principaux de cette crise-là sont encore là. Et tant qu'ils ne donneront pas d'eau à la vie politique, on va pas y mettre fin. Ça va continuer. Voilà. C'est pour ça que moi, j'estime que la crise ivoirienne, on l'a gelée. On l'a gelée à l'instar de toutes les autres crises, même d'ailleurs dans le monde, depuis la Seconde Guerre mondiale environ, pour des raisons de diplomatie, etc. La plupart des conflits qu'il y a dans le monde, les gens ont gelé les conflits. Dans le jargon, on dit c'est des cold cases. Tu vois, on n'évolue pas, on ne fait pas évoluer une nation avec des cold cases. Quand des gens s'affrontent, que ce soit sur le terrain militaire, diplomatique, juridique, économique, arrivé à un moment, faut mettre fin à ça. Voilà. Le vainqueur, il met fin à ça. Mais quand tu mets pas fin à ça, tu ne fais que suspendre la crise. Donc, du coup, 2011, on a suspendu la crise. Elle a ressurgi juste avant 2020. Aujourd'hui, elle est là. On est de plein pied dedans. Tant que les acteurs principaux ne sont pas partis, Flavio, ça va pas s'arrêter. Bon, on estime et on espère que 2025, c'est la fin de la guerre des égos. À partir de 2030, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ça, c'est clair. Là? Ok, donc selon toi, c'est parce que c'est les mêmes acteurs. Mais tu l'as dit, bon, je sais pas, mais tu me corrigeras si je fais une erreur. Je pense que tu es plutôt proche du parti au pouvoir, si je ne raconte pas de bêtises. Tu peux me le confirmer ou pas? Je suis idéologiquement de droite. À la base, je suis PDCiste, mais je n'ai rien contre le RHDP, oui. Ok. Maintenant, toi, tu l'as clairement dit là que c'est au parti au pouvoir de régler la difficulté. Cette année 2025 là, je pense que fondamentalement, il n'y a pas de difficulté majeure. Si on laissait tout le monde compétir, il y avait je pense qu'il n'y aurait pas, bon, ça ne réglerait pas certains sujets de fond, mais je pense que on n'aurait pas de tension avant l'élection. Est-ce que c'est pas cette élimination maquillée d'adversaires politiques qui nous conduit donc à cette tension et qui, selon toi, menace donc la stabilité de notre pays? Est-ce que c'est pas là qu'il faut aller chercher? C'est pas l'exclusion véritablement qui est en cause et que si le président Alassane Ouattara, dans sa sagesse, permet à ce que ces leaders politiques-là puissent réintégrer le jeu politique, ces tensions-là vont tomber de leur belle mort. Est-ce que tu penses pas que c'est ça qui est fondamentalement le problème? Mais c'est ça, c'est ce que je disais, c'est un cycle. C'est une crise qui a commencé depuis longtemps, c'est un cycle d'exclusion. J'exclus, je me fais exclure, on se fait réexclure, etc. Et puis sur la durée, aujourd'hui, voilà, ça a viré maintenant à une guerre d'ego. Ça a viré à une guerre d'ego. Aujourd'hui, avec toute la machine supposée, je mets en griffe, la machine électorale dont dispose le PDCI et le PPAC. Pourquoi on ne dit pas, on choisit tel individu, on met le programme à sa disposition et puis on fait confiance à nos électeurs? Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi de l'autre côté aussi, du côté du RHDP, on ne dit pas pareil? C'est parce qu'aujourd'hui, ça... Est-ce que on t'entend un peu de loin? Est-ce que tu peux... Tu m'entends mieux? Voilà, c'est mieux là. Aujourd'hui, là, si on se réfère à 2010, on se dit que les personnes qui ont voté à cette époque sont encore là. On suppose que le rapport de force a basculé. Tu es d'accord avec moi? Pourquoi les deux principaux partis aujourd'hui qui sont dans l'opposition ne disent pas, bon, c'est simple, on met de côté les personnes qu'on aime là, et puis on met notre programme à la disposition de tel individu, lui, il va y aller. Pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce que le problème est ailleurs. Moi, je pense que beaucoup de personnes, on est là, on essaie de se trouver des arguments, on essaie de se lancer la pierre chacun, mais on sait très bien que chacun veut voir son leader à la tête du pays. En réalité, c'est ça.
C'est pour ça que je dis ça a viré en guerre d'ego. Et c'est un cycle. Ça a commencé il y a longtemps. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Mais qu'on le veuille ou non, ça va se terminer cette année. Moi, je suis sûr de ça. 2025, c'est la fin. Parce que les deux des trois principaux protagonistes ne seront plus en âge de continuer. Ça, c'est un. La Constitution même ne leur permet plus. Et puis l'âge, ils sont déjà assez vieux. Et donc, chacun va aller se reposer quand ça va finir. Bon, Voilà. ok, il y a une motion pour toi, mais moi je te dirais, ne sois pas naïf. Hein. Si on nous a justifié 4 mandats, crois-moi que Biya, à quel âge? Il est candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Donc ne sois pas étonné qu'on nous valide un 5e mandat. Bon, on est là, on verra comment ça va se passer. L'âge ne pourra pas permettre. Allez-y. Oh, mon cher, on a vu Biya, il a 92 ans, 93 ans, il est candidat. Donc moi je ne sais pas ta théorie. C'est toute autre chose. Voilà. Bon, Wada, une motion pour toi. Wada, vas-y, tu as 1 minute pour ta motion. Ok, oui. Ouais, merci, hein, merci Flavio. J'ai une question pour une motion pour le frère Eric. Moi, je t'ai écouté. Là, ta dernière prise de parole, ouais, j'apprécie hein, la fin de ta prise de parole. Effectivement, ils sont voilà au croupissant de leur histoire politique, ça c'est vrai. Maintenant, moi, je vois que tu as beaucoup épris de paix, de justice, d'ordre, tout. Maintenant, dans les bruits de couloir qu'on a entendus, nous on aurait appris, hein, je dis on aurait, c'est au conditionnel, que le président s'apprêterait à amnistier le président Gbagbo et autres, tous ceux qui ont des condamnations ce soir. Je sais pas si c'est vrai. Maintenant, dans l'éventualité, au cas où c'est vrai qu'ils sont amnistiés, toi qui es tant épris de paix, est-ce que tu trouverais plausible qu'on organise quand même une RLE parce qu'il ne soit pas sur la liste électorale, afin qu'il soit sur la liste électorale? Vous particulièrement, qu'est-ce que vous pensez de cette éventualité? Merci. Eric, vas-y, tu as Oui, une mais minute. si la CEI estime que dans son calendrier, elle peut organiser une RLE, elle y va. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Je te le dis clairement. Je n'allais amnistier personne. Comme je te le dis, moi, je suis pour qu'on mette fin aux crises. Voilà. Telle que la crise y est allée, là, en 2011, si c'était le président Laurent Gbagbo qui avait gagné, il allait mettre fin à la crise. Par quel moyen? Que du bonheur, voilà. Par quel moyen? Je ne saurais le dire, mais il allait mettre fin à la crise. J'estime que le président Ouattara n'a pas mis fin à la crise. Parce que moi, qu'est-ce que j'appelle mettre fin à la crise? 2011, j'ai un adversaire en face de moi, je le prends, mais je n'ai même pas besoin d'aller faire des procès. J'ai mes adversaires, je les frappe directement de choses, comment on appelle ça? D'inéligibilité. Et puis d'ailleurs même je leur interdis les 2 capitales du pays, je les cantonne dans leur ville d'origine, c'est tout. Et puis ça s'arrête là. Parce que tant que tu fais pas ça, tu mets pas fin à la crise. Eric, donc pour vous c'est comme ça, exclu, bâillonné, c'est ça qui est la mise. C'est comme ça pour vous. Les personnes se sont combattues. Non, bâillonné, c'est pas vraiment taper. Quand tu as gagné, tu as gagné. Quelqu'un enfermé dans un endroit. Je trouve que mais tout ça c'est bâillonner quelqu'un. C'est pas seulement. Ah non, mais ça. Non, mais ça, c'est plus l'état de droit, alors. Donc, vous êtes pour un régime comme ça. Ça veut dire qu'il prend des citoyens, qu'il les cantonne quelque part, sans loi, rien. Ça résout rien. À chaque élection, les gens qui cassent là, c'est ça que Eric Carter, je pense que ta position est claire. Tu as une autre motion, on va écouter. Hein? Wada, je comprends que tu ne sois pas d'accord, parce que vraiment, c'est un régime du plus fort, quoi. C'est le plus fort qui décide. C'est ce que tu dis en gros. Mais bon, bref. En gros, je dis, on met fin aux crises. Voilà. Oui, en fait, je sais qu'en 2011, si c'était le camp du président Gbagbo qui avait gagné, ils allaient mettre fin à la crise. Voilà. Non, mais mettre fin à la crise, là, c'est pas bâillonner ton adversaire. C'est pas, comment dirais-je, mettre ton adversaire en résidence surveillée dans son village. C'est pas ça, mettre la fin à la crise. Au fait, le truc, c'est que peu importe ce que tu auras fait, ton adversaire, il a des partisans. Il y a des gens dont le cœur bat pour lui. Donc, ceux-là, comment tu fais? Il faut à la crise. Non, mais c'est pas... Le président mettre en prison quelqu'un il a mis fin à la crise du Guébi. Pardon, il y a une autre motion pour toi. Laisse le mentaliste te la faire. Le mentaliste, vas-y, fais-lui une motion. D'accord. Merci beaucoup, Flavio. Bonjour, le frère Eric Carter. J'étais mort de rire. Waouh! Quand j'écoute Eric Carter, alors donc ça sous-entend que les autres
qui était venu, Bédié aurait dû aussi cantonner le président Alassane Ouattara, il aurait dû cantonner Gbagbo, et ainsi de suite. Bon, ça échoue, Gbagbo, il arrive, il cantonne Gueye, et puis ensuite, ça continue. Mais au fait, vous n'avez pas vu que c'est une chaîne, au fait. C'est ça le problème. Et après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands devaient s'asseoir pour dire que, allez, rebelote, on cantonne les gens. Et aussi la première, aussi 14-18, aussi pareil. C'est pas comme ça. Et ce que vous dites, je pense qu'il y a une contradiction. Quand vous demandez à ce que la crise, il y ait une fin de la crise, alors que pour qu'il puisse avoir fin d'un conflit, il faut qu'on sache pourquoi il y a eu conflit. Donc pour vous, on ne cherche pas à savoir pourquoi il y a eu conflit, et puis on prend les gens, on les cantonne. Je pense que l'héritage que vous avez reçu, vous ne l'avez pas bien reçu. Voilà. Pour moi, pour ma part, hein, c'est pas une injure, hein, mais franchement, essayez de revoir un peu votre façon de penser. Pour moi, merci le mentaliste. Eric, vas-y, tu as 2 minutes pour répondre à la motion. Ouais, bon, enfin, ce n'est qu'un avis, hein, il a donné son avis. De toutes les façons, je trouve assez con de comparer la crise la guerre de 14-18 à la crise qu'on a eue entre Bédié et Gbagbo. S'il te plaît, Eric, attends, tu peux retirer je trouve un peu con là, s'il te plaît. non, Flavio, tu peux laisser, ça ne me gêne pas. Ok, enfin, je veux dire que... Le mentaliste, s'il te plaît. Laisse-moi gérer. Eric, il est très pacifique, donc je suis même surpris qu'il sorte un mot con, mais bon. Vas-y, Eric, dans le fond. Tu as 2 minutes. Je suis sidéré de croire que des gens qui étaient en train de faire une petite guéguerre, on va dire politico-juridique, on compare ça à la guerre de 14-18 ou bien à la guerre de 39-45. Ça n'a rien à voir. Dans les années 90, justement, on n'était pas allé aussi loin. Mais quand les gens ont fini de s'affronter sur le terrain militaire, mais ça devient une crise, ça devient une guerre. Il faut mettre fin à ça. Voilà ce que je dis. Et ce que je dis là, je vous le dis, allez vous référer à l'histoire de ce monde. Dans les années 1800, etc., les gens mettaient fin au conflit. On mettait fin au conflit. On ne traînait pas les conflits. Vous croyez que les grandes nations comme les États-Unis, etc., est-ce qu'il n'y a pas eu de conflit là-bas? Il y a eu des conflits, mais est-ce que les gens sont assis encore en train de chercher à s'expliquer pourquoi un tel a fait ci, un tel a fait ça? Ils en sont plus là. Voilà. Donc, arrivé un moment, quand vous faites une crise, quand un a gagné, il prend ses marques. Voilà, il fait ce qu'il a à faire et puis il avance. Et c'est ce qu'on aurait dû faire. On n'avance pas, on fait pas avancer une nation avec des cold cases. Il y a beaucoup de choses à faire. La nation ivoirienne, là, en 2050, on devient combien? Il y a des estimations. Voilà, il y a le climat. Il faut travailler dessus. Il y a le réchauffement de la planète qui arrive. Il y a l'alimentation aujourd'hui. On cultive en Côte d'Ivoire avec des engrais, des pesticides. Il y a tellement de choses à faire que de venir vous réexpliquer l'histoire d'une crise qui est déjà passée. Mais ça sert à quoi? En fait, je peux comprendre que ça puisse te faire mal quand il s'agit de toi, ton camp, qu'il fallait peut-être évincer pour passer à autre chose. Je le comprends, hein. Voilà, mais je pense que en situation inverse, tu allais penser comme ça pour les autres. Voilà, une crise là, on met fin à ça. On va pas continuer. Mais je retire le mot à la con que j'ai dit. Je suis vraiment désolé. C'était pas méchant. Merci pour ta sagesse. Il y a le sage là. Bon, le mentaliste, vas-y, après ça sera Aigle Royal. Vas-y, tu as 5 minutes pour pouvoir interagir. D'accord. Non, le frère Eric, t'inquiète pas du tout, hein, pour ton mot. Moi, je n'ai pas pris ça du tout au premier degré parce que bon, c'est TikTok, voilà. C'est pour cela, quand j'ai dit tout à l'heure mon propos, j'ai dit non, que ça n'avait rien à voir avec une injure. Je n'ai pas l'habitude d'injurer les gens, donc voilà. Moi, c'est juste simplement que je voulais juste vous faire comprendre que pour pouvoir mettre fin à un conflit, il faut toujours chercher la cause. Et quand on trouve la cause, et là maintenant, on peut chercher maintenant à supprimer maintenant, on va dire tous les alentours, tout ce qui a causé ce conflit-là. Or, le conflit dont vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un conflit qui existe. Elle existe parce qu'elle est partie d'un fait. Elle est partie d'un fait, donc il y a eu des brèches qui se sont ouvertes, il y a des gens qui se sont engouffrés dans la brèche, tout un chacun ont eu leur intérêt, les opportunités, et puis ils sont rentrés. La crise de la Côte d'Ivoire en 2000, quand ça commence, et les différentes personnes qui avaient les intérêts en Côte d'Ivoire étaient là, ils guettaient. Dès qu'il y a eu une petite opportunité, les gens se sont positionnés. Je vous invite à aller bien revoir la crise de 2000, elle est partie d'où?
Beaucoup me diront c'est à cause de Boubou. Boubou, là, c'est parti d'où? C'est qui on a contrôlé. Je vous le redis encore. Je dis en Côte d'Ivoire, on est tous ivoiriens. Côte d'Ivoire, la rafle, là, c'est pas aujourd'hui. À faire avoir les gens, problème avec la police, ça existe depuis longtemps. Je trouve quand même un peu, je vais dire, injuste, un peu malheureux que on puisse vraiment souvent revenir sur la crise et de dire que c'est parce qu'il y a des personnes qui ont été stigmatisées. Non, 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 non. C'est parce qu'il y a des personnes qui attendaient la Côte d'Ivoire au tournant après le départ de Fouet, et puis il y a eu des opportunités, ils se sont engouffrés, ils ont blessé ce pays. Mais de là même à dire que il faudrait que pour mettre fin à la crise, il faudrait qu'on enlève les personnes qui sont là. Mais tu vas enlever les personnes qui sont là. Tu n'as rien fait du tout, tu as juste déplacé le problème. Parce que ces personnes qui sont là, ils ont mis les choses dans les têtes des gens. C'est ce qui est dans la tête des gens là. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est ça qui est, au fait, c'est comme une arme. Au fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui qui sont considérées comme des armes à destination. Il y a des individus aujourd'hui dans la sphère politique qui sont considérés comme des armes. Parce qu'ils sont prêts aujourd'hui à tout, ils ne comprennent pas, ils ne réfléchissent plus. Maintenant, pour pouvoir réellement mettre fin à la crise, vu de ma fenêtre, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je dis qu'il aurait fallu que, dès les premiers 100 jours de la gouvernance du président Alassane Ouattara, ça devrait être une priorité. Ça devrait être une priorité, c'est aussi simple que ça. Mettre l'intérêt de la Côte d'Ivoire devant, il y a eu des blessures. Quand vous demandez à ce qu'on enlève les personnes et puis on ne peut pas mettre fin, il y a eu quand même, là, les 3000 personnes qui ont perdu la vie, on dit 3000 personnes, mais c'est pas tout la totalité des comptes des personnes là qu'on a faites, non. C'est une estimation qui a été faite. Mais il y a aujourd'hui des gens qui vivent avec des blessures. Il y a des gens aujourd'hui qui réclament aujourd'hui justice, et cette justice ça aurait dû être faite. Quand même qu'aller voir les personnes super, les déplacer, aller les voir les autorités, c'est important. Alors on va me dire qu'on a mis le truc de CDVR, comment on appelle, la bannie en place, mais et puis c'est allé où? Une vraie réconciliation, le peuple aujourd'hui se divise pas. On a vu le Rwanda aujourd'hui là, les bourreaux vivent avec les personnes avec qui ils ont persécuté. C'est un programme qui a été mis en place. Ils vivent ensemble. Ils sont dans la même maison, c'est fait exprès. Est-ce que c'est pour autant qu'on a vu, on a séparé, on a mis les gens de côté? Non, il fallait faire un travail de fond. Vous voyez la Côte d'Ivoire comme, je sais pas, le Black Market, ou bien vous voyez la Côte d'Ivoire comme ça. Yo, respectez votre pays là un peu. Personnellement, c'est pas comme ça. Il faut regarder la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut aujourd'hui s'asseoir pour faire un état des lieux. Un état des lieux de ce qui a été fait. Et ce qu'on ne souhaiterait plus que ça arrive. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font des panels aujourd'hui, qui sont prêts aujourd'hui à s'apprendre à leurs propres concitoyens. Sous prétexte que parce qu'ils ne voient pas les choses de la même façon qu'eux. Et moi, je n'adhère pas à cette façon de voir la vie. Je suis désolé. C'est pas parce que moi, où je suis là, vous allez me dire quoi? Vous allez peut-être me dire que je suis gore parce que c'est ça au fait. Mais moi, je vous dirai pas qui je suis, ce que je suis. Je reste tout simplement pour moi un Ivoirien. Voilà. Qui aspire à ce que tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien vivent en paix. Point. Voilà. Donc, merci Flavio, je vais me muter. Merci. Tu as une motion de la part de Eric Carter. Eric, vas-y, tu as une minute pour faire ta motion. Oui, Bonne arrivée à mon frère Kaza. alors, Vas-y. je suis vraiment heureux que le frère, le mentaliste, ait pris en exemple le Rwanda. Mais justement, monsieur mentaliste, le Rwanda a mis fin à sa crise, en tout cas pour le moment. Ils ont opté pour la voie que je choisis. Si vous voyez, pour un conflit qui date de 93-94, vous voyez aujourd'hui Paul Kagame qui continue de rentrer dans l'est du Congo pour aller pourchasser les anciens bourreaux des Tutsis en 2025 pour un conflit qui a eu lieu en 94. Mais c'est parce qu'il a envie de mettre fin à la crise totalement. C'est ce que je vous dis. Et les Rwandais vivent en paix depuis lors. Ils vivent tranquillement. Maintenant, les combats se déroulent sur d'autres territoires. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est ce que je vous explique. Vous avez pris le bon exemple. C'est ça. C'est ce que le Rwanda a fait. Ils ont mis fin à la crise. Ils ne se sont pas assis pour s'amuser, non. Les gens sont allés trop loin pour qu'on vienne s'asseoir pour causer encore. Ok, le mentaliste, allez-y pour votre
D'accord, pour merci. votre... Fabio. Mais quand il me dit que le Rwanda est un bel exemple parce que il pourchasse aujourd'hui comment on appelle les soi-disant insurgés. Mais moi, je pense que l'histoire du Rwanda, c'est parti d'un fait ethnique. Et on en est où? Ceux qu'on pourchasse là, c'est des qui? Mais il y a eu comment on appelle là, il y a eu des blessures profondes dans des familles, des gens. Je ne peux pas employer les termes, les mots. Mais pour que ces personnes puissent vivre aujourd'hui ensemble, je prends l'exemple, le Nord aujourd'hui et l'Ouest aujourd'hui, pour qu'ils puissent vivre ensemble là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait continuer à pourchasser toujours les personnes pour un problème ethnique? Non. C'est un programme qui a été mis en place. Et ce programme-là, il nécessite le travail de tout un chacun. Ce n'est pas Paul Kagame seul qui s'est levé pour mettre le programme en place, non. C'est un programme qui a été mis en place, c'est un programme collectif. C'est pour cela que les bourreaux vivent aujourd'hui avec ceux qu'ils ont persécutés autrefois. C'est fait exprès. Voilà. Concernant le Congo, avec ceux dont tu es en train de parler, Paul Kagame qui rentre, qui va combattre jusqu'au Congo, ça c'est un autre problème. Ça n'a absolument rien à voir avec, comment on appelle, la guerre du Rwanda. Non, c'est pas pareil. Voilà. Merci. Titi Junior, vas-y pour ta motion, tu as 1 minute. Ma motion, c'est pour Eric, en fait. Si le fait que, suite à son intervention... Vas-y, il va répondre, voilà. Vas-y. À son intervention. Dans ce cas, actuellement là, parlant de la population, si notre président actuel acceptait à ce que, à cette élection-là, tous les acteurs participent pour la paix, pour la tranquillité, pour garantir que aucun sang d'un Ivoirien ne coule, que tous ces acteurs-là participent en tant que candidats. Tu ne trouves pas que ça, c'était vraiment, on va dire, pour un président, pour l'atmosphère et bien évidemment, parlant de la réconciliation, ça serait vraiment un très bon acte, vraiment comme un signe de réconciliation nationale, si tous les acteurs actuels là, étaient candidats. Dans l'intérêt de la population. Merci. Bon, Eric, vas-y, tu as 1 minute pour répondre et puis on va donner la parole à quelqu'un. Alors, ce serait vraiment ce serait vraiment très beau, hein, comme dans le plus beau des mondes. Et malheureusement, ce sera pas ça dans le cas de la Côte d'Ivoire. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes installés dans un cycle qui a pris racine depuis les années 90. Et tant que les acteurs, les personnes qui sont en train de se faire face, et qui, comme je le dis là, on a passé le simple fait de la crise politique. C'est devenu une crise de personnes, c'est devenu une guerre d'ego. Et tant que ces personnes-là sont là, elles vont jamais se faire ce cadeau-là. Donc c'est pas la peine de rêver. Sinon, ce serait bien, hein. C'est ça qui allait être bien pour tout le monde. Merci. Ce qui me plaît chez toi, c'est que tu es concis et précis. Donc ça va vite. Alors, Masqué, tu voulais dire un mot. Donc vas-y, on va... Ah, tu veux faire une motion? Non, je vais faire ma prise de parole. Wanda, il a pris la parole, il a parlé pendant 30 minutes. C'est pas à toi pour l'instant. Attends. Attends un petit peu. Hein. Masqué, vas-y, tu voulais dire un petit mot, donc vas-y, on t'écoute. Ah, purée, je reçois un appel. Je suis obligé de descendre. J'ai un appel. Ok, y a pas de souci. Bon, vas-y. Bon, permets-moi de... Oui, Kada, vas-y. Vas-y pour ta réaction du coup. Le thème, hein, pour ne pas t'éloigner, je te rafraîchis un peu les idées rapidement. Donc, comme tu le sais, il y a 5 cas du PDCI qui ont été arrêtés. Donc, Innocent Yao, qui est responsable de la jeunesse rurale du PDCI, qui a été arrêté, je crois, en mai ou juin dernier, pour atteinte à la sûreté de l'État relative à l'élection de 2020. À côté de lui, on a Henri Joël Ndri, qui est président de la branche scolaire universitaire du PDCI, et Kouakou Jean-Paul et Emmanueli Blé, qui ont été arrêtés dans le cadre donc d'une mobilisation, de l'appel à une mobilisation pour un événement du PDCI en mai dernier, qui ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public et provocation de trouble à l'ordre public. À côté d'eux, on a le jeune
Ousmane Chérif, qui a vu donc, on sait pas, j'ai même envie de dire des badauds, je sais pas si c'est des forces de l'ordre, mais des personnes qui sont arrivées notamment chez lui et frappées de manière assez violente à sa porte. Donc, qui est aujourd'hui en exil au Ghana. On a Bredoumi, le député Bredoumi, qui est aujourd'hui en exil à Paris. Donc, suite à des menaces d'arrestation. Et Boka Gervais Sako, qui est de la société civile, plutôt proche de l'opposition, qui est aujourd'hui en exil relativement au CNT. Donc on a un certain nombre de militants du PPACI aussi qui ont été récemment arrêtés dans le cadre donc du bus qui a été brûlé à Yopougon et de la voiture de police qui a été saccagée. Donc la question c'est de savoir quelle est ton appréciation de cette vague d'arrestations au sein de l'opposition de la part du régime en place, comment tu l'apprécies, qu'est-ce qui explique ces arrestations-là? Et une seconde question qui est un peu, bon, disons, qui n'est pas totalement liée, mais bon, qui a à voir avec notre justice, c'est de savoir qu'est-ce qui explique selon toi que depuis 1990, la justice ivoirienne n'a pas été capable de prendre une décision majeure qui va à l'encontre du régime en place. Merci. Vas-y, tu as 5 minutes. On va t'accorder plus s'il faut. Allô, Kaza, tu es là? Ouais, j'étais en train de parler dans le vide. Vas-y, reprends alors. Voilà. Donc, j'ai dit, je vais commencer par la dernière en me citant moi-même. J'ai toujours dit que la justice ivoirienne sous Houphouët-Boigny était instrumentalisée. Sur Bédié était instrumentalisé. Sur Gbagbo était instrumentalisé. Je ne vois pas comment sur le président Ouattara, la justice ne peut ne pas être instrumentalisée. Quand on dit ça, les amis du RHDP, au lieu de prendre du recul, la justice peut être instrumentalisée pas forcément par le parti au pouvoir, mais par des juges zélés qui veulent se faire voir. Qui veut avoir du bon nom auprès des autorités. Et comme ça arrange les autorités, ils ne disent rien. C'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Mais vous rejetez tout d'un coup. Vous dites non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, pour aborder le premier thème, le thème principal, on peut nous dire que c'est des coïncidences, hein. On peut dire que c'est des coïncidences. Mais, quand dans ces coïncidences, il y a certains qui ont les informations et qui fuient le pays, vous ne vous gênez pas que des gens des panels, même les responsables du pays viennent dire, oui, monsieur, il doit vous donner des explications que je trouve vraiment fallacieuses. Quand vous dites, par exemple, voilà une des explications que vous aimez bien. Ouais, Gbagbo Laurent est là, il doute tout ce qu'il veut, il est dans la Côte d'Ivoire, personne ne l'a arrêté. Et vous voulez que, juste parce que vous ne mettez pas Gbagbo Laurent en prison, si des gens de l'opposition ont appris par quelques moyens que ce soit qu'on prépare à les arrêter, ils ne doivent pas fuir. Non, c'est une fausse argumentation. Moi, j'ai dit la technique du RHDP aujourd'hui, c'est connu, hein. C'est connu dans un pays comme le Togo à l'époque de Gnassingbé et Adema, c'était ça. C'est-à-dire, on terrorisait les opposants, on les jetait en prison et quelque temps après, soit pendant les élections et après les élections, on a ce beau discours-là. Le chef de l'État, avec sa magnanimité légendaire, a décidé de gracier ceux qui étaient contre la nation à l'époque. Et les partisans applaudissaient. On était contents. Et c'est exactement ce qui va se passer. Un moment, on va attendre que le président de la République a gracié ses opposants-là. Oh, qu'est-ce qu'il est bon, le président de la République. Les gens qui étaient contre les intérêts de la nation, le président de la République, encore une fois, dans sa magnanimité légendaire, pour la paix en Côte d'Ivoire, a décidé de les gracier. Non, ça ne marche pas parce que c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. On est toujours en Côte d'Ivoire dans les procès d'intention.
Quand l'opposition veut marcher, non, on a appris qu'ils veulent casser. Quand l'opposition veut faire un meeting, non, ce n'est pas possible parce que eux, on les connaît, ils passent le temps à casser. Mais vous oubliez un petit détail, un tout petit détail. Si les gens cassent, c'est parce que la police ne fait pas son travail. Point barre. Il n'y a pas autre chose. Si les gens cassent, c'est parce que la police ne fait pas son travail. Parce que quand les gens vont demander une autorisation, c'est pour ça qu'on demande une autorisation pour marcher. C'est pour demander à la police de venir encadrer la marche en sécurisant les biens et les personnes et aussi en assumant la sécurité de ceux qui marchent. Et quand la police n'arrive pas à le faire, c'est qu'elle a failli à sa mission. Il faut réfléchir comme ça. Quand je vois aujourd'hui des militants du RHDP qui disent qu'eux, ils sont prêts à défendre la nation. À défendre la nation contre qui? Contre l'opposition qui veut marcher. Vous voyez jusqu'à où on peut aller? Des militants d'un parti politique qui se disent prêts à défendre la nation. Et quand tu leur demandes, vous voulez, est-ce que vous êtes attaqué? C'est l'AES qui veut vous attaquer? Non, 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 non. L'opposition veut marcher et on connaît leur méthode. Leur méthode, quand ils marchent, c'est pour casser. Non, au bout d'un moment, il faut savoir raison garder. Vous passez votre temps à nous dire, oui, il y a la liberté d'expression. On ne peut pas, vous nous demandez, mettez-vous en grand pour nous montrer depuis quand le président Ouattara est venu. Avant ça, est-ce qu'il y avait la liberté d'expression? Est-ce que nous, on nous donnait la parole à la RTI? Est-ce qu'on nous donnait la parole à la RTI? Mais ces pratiques-là, donc finalement, elles ne sont pas condamnables puisque vous vous basez sur ça pour faire exactement la même chose. C'est pour ça, moi, j'ai dit, si vous saviez que c'était pour faire la même chose comme Bédier, c'était pour faire la même chose comme Gbagbo Laurent, pourquoi vous avez sollicité le suffrage des Ivoiriens? Puisque quand vous faites quelque chose qu'on se plaint, vous dites non, avant c'était comme ça. Et ça, c'est un de vos arguments phares, ça. Avant, c'était comme ça. Dites-nous, quand est-ce que, pendant 20 ans, et vous êtes fiers quand vous dites ça, pendant combien d'années, on n'a jamais autorisé une seule marche de l'opposé du RDA à l'époque. Alors, donc c'était bien. Donc, c'était bien, puisque vous faites la même chose. C'était bien à l'époque. Point oui, point non, on arrête les gens, on les met sous mandat de dépôt. Mais le mandat de dépôt, là, c'est l'exception. C'est quand on sait qu'un individu peut, s'il est en liberté, masqué, pardon, si quand il est en liberté, il peut s'aimer des troubles dans le pays ou sa présence dans le pays peut faire dysfonctionner l'enquête, là, on le met sous mandat de dépôt. Non, aujourd'hui, le mandat de dépôt est devenu la norme. Ce n'est plus l'exception. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est dans votre propre camp. Il dit que quelqu'un s'est accaparé des terrains des Ivoiriens. On dit qu'il a diffamé. Alors pour ça, sans aucune enquête, on le met sous mandat de dépôt. On le prive de voir ses parents, ses enfants et son épouse. Quand bien même que ce monsieur ne soit pas du même camp que moi là, mais j'ai dit que c'est arbitraire. Et si demain vous faites une enquête et que ce monsieur, effectivement, il avait raison, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. En quoi est-ce que Choupapi là, il est un danger pour le pays? Pour avoir diffamé là, en quoi est-ce qu'il est un danger qu'on ne peut pas le laisser libre, faire les enquêtes comme il faut, et après le convoquer, s'il est condamné, on le condamne, et là on le met sous mandat, on le met en prison, il purge sa peine, et il sort. Non, 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 la justice ivoirienne, et ça, dans le cas de Choupapi, je vous comprends. C'est pour dire, non, mais, et vous avez déjà commencé, hein. Mais le problème, c'est que moi, vos pratiques là, c'est-à-dire, j'ai tellement vu ça, parce que moi qui ai beaucoup voyagé en Afrique, en Europe, j'ai tellement vu ça que ça ne me surprend pas. Je vous vois venir gros comme ça.
Parce que les arguments que j'avais préparés là, c'est ça, ce dont je pensais là. Non, c'est pour nous dire, oui, même les gens du RHDP là, même eux là, on les met en prison. C'est pas que l'opposition. Vous voulez en faire des exemples. Non, on ne dirige pas un pays comme ça. On ne dirige pas un pays comme ça. Aujourd'hui, le Diaoufoué, il est en prison pour un délit de port de léqué. Si on dit qu'il a porté léqué, donc léqué là, c'est devenu symbole de la marche et de la violence. Et c'est pour ça qu'on était en train de le soupçonner et on allait l'arrêter. Et aujourd'hui, on nous dit, et quand il y a des enquêtes, ça fuite, mais qu'au niveau des militants du RHDP, ils viennent sur les panels, ils annoncent des choses, et 48 heures après, les mêmes choses se passent effectivement. On dit les téléphones ont parlé, on a envoyé 900 000, on a envoyé 9 millions à quelqu'un, on a envoyé ceci à qui? Le soir, on va arrêter des gens. Et tout ça, ça se réalise. Il faut chuter dans 30 secondes. Faut chuter parce qu'il y a des motions pour toi. Ça allait m'étonner. Le contraire m'aurait étonné. Et ça arrive à chaque fois. Quand les militants c'est les militants du RHDP qui nous ont dit en premier que M. Thiam sera radié de la liste électorale. Ça a été fait. C'est les militants du RHDP qui nous disent si M. Thiam rentre en Côte d'Ivoire, on va l'arrêter pour faux usage de faux. Donc moi je comprends que M. Thiam demande des garanties avant de rentrer au pays. Merci. Merci mon frère Kaza. Bon, Eric Kate, j'ai vu ta motion. Vas-y, tu as 1 minute pour ta motion. Ouais, en fait, Kaza, bon, je te sais très modéré. Du coup, tu es plus régulier, soit sur des panels qu'on va dire en griffe neutre, ou des panels même du pouvoir en place, où tu arrives à échanger vraiment intelligemment avec tout le monde. En même temps, c'est un défaut parce que ça ne te fait pas voir le reste de seul côté. Quand vous dites que vous voulez marcher, moi, honnêtement, moi, les marches, c'est pas ma culture politique, mais ça ne me dérange absolument pas. Et je ne vois même pas pourquoi quelqu'un qui a les forces régaliennes avec lui devrait interdire des marches. Mais ceux qui vont marcher, est-ce que tu écoutes ce qu'ils disent? Parce que c'est ça. Faut pas croire que les gens sont des gentilles victimes à qui on s'en prend. Ceux qui vont marcher, est-ce que tu as écouté leur discours? Est-ce que tu as écouté les discours des porte-paroles officiels? C'est ça, en fait. Voilà. Merci, Kaza. Je voulais corriger. Tu as une analyse vraiment... Excuse-moi, je voulais corriger. Diaoufou n'est pas en prison. Hein. Il a été libéré. Ils ont été entendus et libérés. Donc, vas-y, je t'écoute. Ok, merci. Eric, vraiment, moi aussi, je te connais. Bon, finalement, on est familiarisé, hein, c'est-à-dire on se connaît très bien, on essaie quand même de détecter l'idéologie de... Moi, je te sais aussi quelqu'un de très modéré. Tu viens de faire une analyse qui me plaît beaucoup, mais je vais utiliser vos propres expressions. Est-ce que ceux qui font les discours là, tu es sûr que c'est eux qui vont marcher? Je te prends l'exemple, par exemple, de celui qui est au Burkina, qui a des discours guerriers. Tu es sûr qu'il sera à la marche? Je te prends les cyberactivistes qui sont en France ici, qui ont des discours guerriers. Est-ce qu'ils seront à la marche? C'est ça le problème. Vous dites, ceux qui font, ils tiennent des discours, les marchés vont t'aider. Mais il se trouve que ceux qui tiennent des discours là, on est convaincu à 100%, la majorité d'entre eux en tout cas, qu'ils ne seront pas à la marche. Donc c'est pour ça que je parle de procès d'intention. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci à toi. Merci, Kaza. Le sage, vas-y pour ta motion. Merci. Attends, le sage, patiente. Oui. Eric Kate voulait répondre. Vas-y, rebondis, Eric Kate. En fait, bon, ce que Kaza vient de dire là, vraiment, je trouve ça un peu léger parce que ces personnes-là ne vont pas à la marche, mais ce sont elles qui motivent les personnes qui sont censées aller participer aux marches. Ce sont elles qui font ce qu'on appelle la mobilisation. Donc, à partir du moment où le mobilisateur, il est radicalisé, et c'est lui, et il y a on a même des vidéos hein, qu'on a vues où il y a des gens qui disent que ce qu'ils disent, c'est la ligne officielle du parti. Kaza, sérieusement. Moi, honnêtement, ça là, je pense que c'est un peu difficile à expliquer, quoi. Merci. Bon, Kaza, tu prends le sage en même temps et puis tu vas... Non, attends, non, je réponds puis je prends le sage. Vas-y. Aujourd'hui, là, Eric,
nous avons trois acteurs. Trois acteurs. Les responsables politiques, les marcheurs au milieu et les cyberactivistes ou bien ceux que tu appelles les mobilisateurs en troisième position. Il se trouve que parmi ces trois acteurs, tu en as entendu qu'un seul. Un seul acteur. C'est-à-dire c'est ceux qui mobilisent. Mais qui ne seront pas sur la marche. Les responsables politiques, aucun responsable politique, je dis bien aucun responsable politique, ni Gbagbo Laurent, ni, comment on appelle ça, M. Tidjane Thiam, n'ont demandé à leurs militants d'aller marcher et casser. Donc moi, je pense que normalement, je suis d'accord, je te comprends, hein, mais normalement, si ceux qui doivent aller marcher là, ceux qui ont appelé à marcher, ils doivent écouter plus ceux qui ont appelé à marcher que ceux qui sont dans la dernière position selon de ma chaîne à moi. Donc, moi, je ne dis pas que ce que tu dis est faux. Mais quand il y a de tels appels, qu'est-ce que doit faire la police? La police doit redoubler d'efforts. On voit en France ici les Black Boys ou bien quoi. Les services de renseignement, là pour le coup, ce n'est même pas les gens qui ont parlé. Les services de renseignement disent que on a l'information qu'il y aura un certain nombre de Black Boys. Et quand on pose la question au ministre de l'Intérieur à la télévision, mais pourquoi vous les arrêtez pas? Il répond, c'est illégal d'arrêter quelqu'un pour ses intentions. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'être vigilants et redoubler d'efforts au niveau de la police. C'est ce que je demande à l'État de Côte d'Ivoire aussi de faire. Au lieu de rester dans des procès d'intention, au lieu de trouver la solution la plus simple et radicale en même temps, qui est d'interdire la marche. Vas-y, le sage. Vas-y, le sage. Le sage, avant Ouais, juste. merci bien. Eric Atte, Oui. on peut pas dire ce que tu as écrit là. Ouais, Flavio. On peut pas dire, attends, excuse-moi, le sage, tu vas y aller. On peut pas dire la France c'est la poubelle du monde. S'il te plaît, on peut pas écrire un commentaire pareil. Hein, Eric Atte, je te sais pas En si France, pardon. tout le monde va là-bas, tout le monde fait ce Non, mais qu'il je veut. te demande de ne pas écrire un tel commentaire. Il est tendancieux, c'est pas Ok, correct. ok. C'est une nation quand même. C'est une grande nation. Le sage, vas-y, tu as une minute. Ok, Flavio, merci. Mais, comment on appelle ça? Mon vieux Kaza, j'espère que tu vas bien. Par la grâce de Dieu, sans le RHDP, je me porte bien. D'accord. Bon, dans tous les cas, tu n'es pas ici. Donc, c'est nous qui vivons dans le RHDP. Et nous, on s'y sent très bien également. Alors, tout à l'heure, tu as dit quelque chose que je trouve, ma foi, très, très, très grave. C'est-à-dire que vous, les gens de l'opposition, alors que vous êtes en train de dire qu'il faut que la loi s'applique à tout le monde, par la même occasion, vous trouvez à dire que pourquoi est-ce qu'on met quelqu'un en prison parce qu'on a respecté la loi. En Côte d'Ivoire, la loi dit que quand tu commets, comment on appelle ça, quand tu commets, quel est le thème là approprié? C'est-à-dire que quand tu... Un délit. Un délit. Voilà, donc voilà, quand tu commets une infraction, non, c'est pas ce que je vais dire, mais c'est-à-dire que le type d'infraction, à savoir la diffamation, quand tu commets ce qu'on appelle la diffamation, évidemment, tu vas en prison. C'est ce que la loi dit. Et Choupapi, tu dis, ils n'ont pas mené d'enquête, mais c'est parce qu'il allait à la PLCC, la PLCC lui a demandé, il a reconnu ce qu'il a dit. Donc, dès lors que tu dis ça, et que ce que tu dis, tu n'as pas d'argument, comment on appelle ça, bien probant pour étayer ça, mais évidemment, tu tombes sur le coup de la loi, et c'est ce qui est arrivé à Choupapi. Voilà, donc il faut pas essayer de te rendre solidaire dans le mal, tu vois. Voilà, on a bien envie que non, tu apportes ton soutien à certains militants du RHDP, mais il faut pas que ce soit ceux qui sont dans le faux. Maintenant, par rapport à cette histoire de marche, mais tu dis aucun responsable politique n'a tenu des discours. Mais quand Damana Picasse, il dit qu'ils ont semé des graines comme ça a été fait au Mali, au Burkina et compagnie, et qu'en Côte d'Ivoire, ça va germer. Quand Odette Lorunion dit l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas les empêcher et qu'eux, ils vont faire tomber le président Ouattara là, ce n'est pas des officiels du PPACI. Moi, je pense qu'on peut être opposant, mais il faut être un peu de bonne foi quand même. Tu sais, le coup d'État, là, tant que ça ne réussit pas, on dira toujours que le pouvoir en place est en train de faire des montages. On se rappelle des attaques contre le président Gbagbo en 2000, en 2001 et autres. Les gens de RDR disaient à l'époque que c'était des montages. Mais quand les rebelles eux-mêmes sont venus, ils ont reconnu que le complot de la Mercedes noire, cheval blanc et tout ça, c'était eux. Mais à l'époque, ça avait été taxé d'être des complots, etc., etc. Moi, je pense que ce que Carter dit là, c'est ce qui est vrai. Un État sérieux, c'est celui qui prend les devants. On n'accuse pas les gens par rapport à leurs intentions. C'est suite à des faits
qui sont poursuivis. Donc, montre-moi simplement comment on appelle ça, une seule personne qu'on aurait condamnée par rapport à ses intentions. Voilà. Parce que après, quand tu vas me dire, non, il a fait, c'est par rapport à cette déclaration qu'on l'a poursuivi, mais quand il fait les déclarations là, après, on va le chercher pour qu'il vienne expliquer. Parce que, entre-temps, l'État est responsable. Tout à l'heure, tu disais que la police ne fait pas son travail. Mais si le sage, c'est une motion. Voilà. C'est une motion, s'il te plaît. Ok, ça marche. Vas-y, Kaza, pour la réponse. Ah, le RHDP. Il y a quelqu'un qui est venu à la télé de Côte d'Ivoire reconnaître qu'il y a un autre qui lui a donné de l'argent pour faire un coup d'État. Celui qui est accusé d'avoir donné l'argent et celui qui devait faire le coup d'État, là, tous les deux, ils sont libres en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, on ne vient pas nous parler de la loi. Vous êtes juste faibles avec les forts et forts avec les faibles. Abbaye a reconnu, lui-même il a dit que Stéphane Kipré lui aurait donné de l'argent. Monsieur Stéphane Kipré avait, est-ce qu'on le procureur de la République l'a appelé ne serait-ce que pour l'entendre? Je n'ai pas cette information. Si vous l'avez, corrigez-moi. Monsieur Abbaye a-t-il été inquiété? Et vous vous cachez encore derrière vos arguments, non? C'est pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire vous choisissez la paix pour des choses et vous choisissez la guerre pour autre chose. Non. Si vous voulez faire appliquer la loi, faites appliquer la loi dans tout son ensemble. Personne ne vous demande la grâce. Personne ne vous demande la grâce. Vous partez chercher, vous voyez comment c'est ridicule en fin de compte. Vous prenez les moyens de l'État pour aller chercher quelqu'un en Mauritanie pour accusation de coup d'État. Il vient, on le condamne à 20 ans d'emprisonnement sans mandat de dépôt. Et c'est dans ce sens-là que je dis, c'est pour juste effrayer les gens. C'est pour terroriser l'esprit des gens. C'est tout. Parce que qu'est-ce qui justifie que quelqu'un soit condamné à 20 ans d'emprisonnement et pas pour n'importe quel fait, pour tentative de coup d'État. Et il est en liberté. Depuis quand? Et quand on vous dit, pour quelqu'un, pour une diffamation, et qu'il n'y a pas encore eu de jugement, on le met sous mandat de dépôt, on dit on n'est pas d'accord avec ça, vous dites non, vous appliquez la loi. Au bout d'un moment, il faut voir les choses dans leur globalité. Pas en triant ce qui vous arrange. Voilà des exemples que je viens de vous donner. Qu'est-ce que vous en pensez? Entre diffamer un individu et puis chercher à faire tomber l'État de Côte d'Ivoire, c'est lequel qui est plus grave? C'est lequel qui est plus grave? Et même quelqu'un qui a été condamné par la justice. En tout cas, dans ma vie, c'est en Côte d'Ivoire seul que j'ai vu que quelqu'un peut être condamné à 20 ans avec sursis. Parce que sursis, tu ne vas pas en prison. Mais 20 ans avec sursis, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que la justice peut condamner quelqu'un, à moins qu'on me démontre le contraire. Hein. Au pire, si tu ne vas pas en prison là, tu es en résidence surveillée. Au pire, si tu ne vas pas en prison, on te met en résidence surveillée. Mais on te condamne à 20 ans de prison et tu te lèves du tribunal, tu rentres chez toi, à la maison, et on veut nous parler d'état de droit? Non, on n'est pas dans un état de droit. Je vais répéter ma phrase. Vous êtes fort avec les faibles et faible avec les forts. Merci. Merci, Kaza. Merci. Je pense que les motions sont finies. Hein. Ok. Bon, Masqué, vas-y, on t'écoute. On te met 5 minutes, vas-y. Oh, 7 minutes, ça va être trop parce que mon temps est fini. Mais... Et puis, j'avais en même temps une question pour mon grand frère Kaza. Du coup, ma question va s'adresser à vous deux, si vous me permettez. Hein. Si vous me permettez. Déjà, merci pour la possibilité de m'exprimer. En fait, j'essaie de comprendre, mes amis du PDC, j'essaie de comprendre comment vous avancez. Jusqu'à présent, il y a les clés de lecture que je n'ai pas encore dans votre logique. J'espère pouvoir clarifier à mon niveau. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le grand frère Kaza quand il dit, en substance, on va dire que, les erreurs d'hier ne doivent pas justifier si je reprends un peu son explication, les erreurs d'aujourd'hui. Ça, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai envie de poser la question suivante. Ce qui me met souvent mal à l'aise, en fait, quand j'écoute souvent les discours politiques, c'est quand on ne fait pas aussi preuve, en fait, de reconnaissance de ces erreurs d'hier.
les hommes politiques aujourd'hui qui s'expriment pour le compte du PDCI, ils ont souvent tendance à présenter en fait le passé comme un passé qui ne... C'était limite, on va dire, on vivait dans l'idylle, quoi. C'est-à-dire que il y avait aucune tare qu'on pouvait reprocher, j'ai envie de dire, à leur régime à l'époque. Et ça, je parle des officiels, hein. Je ne vais pas parler du grand frère Kaza, ni de toi, Flavio. Et donc, moi, ce que je veux poser comme question, c'est est-ce que, dans une optique, justement, on va dire, de consolidation et de développement, bien de renforcement, on va dire, des liens pour qu'on puisse raconter de l'histoire de la Côte d'Ivoire autrement, est-ce qu'à un moment donné, pour tous les régimes qui ont gouverné la Côte d'Ivoire jusqu'à présent, au même titre que vous demandez au RDR et au RHDP, est-ce qu'il ne serait pas aussi temps de balayer un peu devant sa porte et de dire clairement aussi aux Ivoiriens que oui, par le passé, on a été aussi responsable d'un certain nombre de méfaits qui peuvent aussi être à l'origine de la situation actuelle. Et pas passer par perte de profit comme si, en fait, on n'a jamais rien fait et subitement tout nous est tombé dessus. Moi, c'est ce que moi j'appelle aussi à un moment donné un discours responsable. C'est-à-dire que on veut aller de l'avant, pour autant on reconnaît qu'on a fait des erreurs hier. Ça, c'était la question que je voulais adresser à Grand Frère Kaza pour avoir son opinion sur la question. Parce que moi, je suis jeune et j'aimerais justement avoir les discours francs. Maintenant, moi, la question que je vais adresser à ton grand frère Flavio, c'est une question simple. Aujourd'hui, quand j'analyse les revendications de l'opposition, j'entends beaucoup de choses. Essayons de faire un peu de politique fiction. Donc, si on dit, qu'on conteste le 4e mandat, on le juge inconstitutionnel, illégal, illégitime, tout ce qu'on... Je préfère utiliser le terme d'illégal. Illégitime, ça fait appel à un autre registre qui n'est pas forcément, pour moi, pertinent dans ce contexte-là. Donc, inconstitutionnel, illégal. Aujourd'hui, vous êtes en train de prendre des positions dans une optique, on va dire, d'apaisement. Ce que je pose comme question, c'est est-ce que, à votre niveau, donc au niveau où je vais parler des partis, est-ce qu'on est ouvert à des arrangements ou pas du tout? Et quand je dis ouvert à des arrangements, c'est est-ce que, si on imagine encore une fois dans une politique fiction que il y a un intervenant sur le panel qui l'aurait dit, on va dire de cette manière-là. Si on suppose que, par un heureux hasard extraordinaire, les noms de Thiam et de Gbagbo sont inscrits sur la liste électorale, est-ce qu'à votre niveau, vous serez prêt à aller dans l'arène de la compétition, y compris avec le président Alassane Ouattara, que vous considérez aujourd'hui comme étant en train de vouloir briller un 4e mandat illégitime et illégal? Est-ce que cette rhétorique-là, vous allez la sortir de votre discours ou bien vous allez la maintenir, même si vous vous inscrivez sur la liste électorale pour aller compétir? Et je pose cette question-là par rapport au concept que j'ai développé la dernière fois de réalisme politique. À quel niveau vous êtes prêt à votre niveau de faire preuve de réalisme politique à un moment donné? Et je m'arrête là pour le moment dans les questions dans le temps que tu m'as accordé. Merci. Merci. Kaza, je réponds et puis je vais te laisser répondre et puis ensuite assurer la moto si tu veux bien. C'est possible? Oui, c'est possible. Ok, merci à toi. Alors, la candidature du président Alassane Ouattara est illégale. Elle est illégale. Et comment on te dit ça? Nous, on estime et on maintient qu'elle est illégale. Mais on est réaliste. Voilà, on est réaliste. Nous, on veut compétir. Nous, on veut pouvoir aller voter. Et on estime que, en dernier recours, le choix appartient au peuple. Donc, le peuple pourra apprécier par la démonstration donc de l'illégalité de cette candidature-là et aller voter contre. Donc, voter pour le candidat Tidiane Thiam à l'élection présidentielle et non pas voter pour la mandature supplémentaire du président Alassane Ouattara. Un peu comme au Sénégal. La candidature de Ouad pour un 3e mandat était illégale. Les Sénégalais se sont, j'allais dire, rassemblés comme un seul homme, derrière Macky Sall et celui-ci a battu, donc, le président Ouad. Donc, un peu comme ça. C'est du réalisme politique. Et là, sur le coup, je peux te suivre. Donc, on estime, on maintient que cette mandature du président Alassane Ouattara, celle qu'il fait actuellement là, elle est illégale. Et que si le régime, et si le Conseil constitutionnel n'était pas acquis à sa cause, jamais cette décision n'allait être prise. Dans un cadre scolaire, évidemment, jamais la loi va être prise de la sorte. Ou du moins, la décision va être prise de la sorte.
Si on était dans un cadre estudiantin ou universitaire, jamais cette décision allait être prise. Parce qu'elle est tout simplement malhonnête. La décision qui a été prise en 2020. Voilà. Mais dans le cas donc du réalisme politique que tu appelles, évidemment, puisque nous on souhaite pouvoir compétir et qu'on est exclu, donc si on est réintégré, en tout cas en ce qui me concerne personnellement, je pourrais comprendre, je pourrais accepter que le président Alassane Ouattara se présente et qu'on laisse le peuple souverain de Côte d'Ivoire décider de son destin en toute liberté, mais dans une élection démocratique et transparente. Je répète, dans une élection démocratique et transparente. On pourrait faire cette concession-là, mais il n'en demeure pas moins que son mandat actuel est illégal et sa candidature à un 4e mandat est illégale. Ça, c'est un fait. Merci. Kaza, vas-y. Ok. Moi, je ne vais pas aborder dans le même sens que Flavio. Il le sait très bien en ce qui concerne la candidature du président Ouattara. Moi, je ne dirais pas que la candidature du président Ouattara est illégale. Moi, pour moi, c'est une candidature qui est légale. Pourquoi? Si le président Ouattara n'avait pas fait un mandat par rapport à la constitution de 2016, là, on peut dire, ça, la candidature du président qui était illégale, selon moi, c'était celle du 3e mandat. Mais dès l'instant que le Conseil constitutionnel, soupçonné de partisan ou pas, a accepté la candidature du 3e mandat, je ne vois pas par quelle gymnasie ce même Conseil constitutionnel, même si c'est nous-mêmes, ou bien toi-même Flavio, tu es au Conseil constitutionnel, quel argument tu vas donner à M. Ouattara pour dire non, vous ne pouvez pas être candidat. En tout cas, tu ne peux pas prendre l'argument de la constitution de 2016, parce qu'il a déjà fait un mandat selon cette constitution-là. Donc, dès l'instant qu'il a déjà fait un mandat, je ne vois pas. Elle est plutôt immorale, selon moi. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, tu demandes quelle concession on peut faire. Non, il ne faut pas laver plus blanc que blanc. Le président Ouattara, c'est un humain. On peut pas le pousser en tant que membre de l'opposition, dit de se faire harakiri. C'est-à-dire, lui, il mettra le nom de M. Laurent Gbagbo et M. Tidiane Tcham sur la liste électorale, et lui, il se retire de la liste électorale. Et nous, on va exiger qu'il se retire de la liste. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.